Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation, édition spéciale ce vendredi avec la grande interview du directeur général d'une success story française. Bonjour Michel Paulin. Bonjour Delphine. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté de participer à toute l'émission. Vous dirigez OVH Cloud, premier hébergeur européen, dans le top 10 des fournisseurs mondiaux les plus puissants du secteur. Alors ensemble, on va aborder des thématiques qui touchent votre cœur de métier, comme la mise à l'épreuve des infrastructures en période de confinement comme celle que nous vivons, ou encore la controverse sur l'hébergement de la plateforme des données de santé des Français. Je vous interviewerai également sur votre définition, que je sais très précise et personnelle, de la souveraineté, et puis encore sur d'autres sujets. Mais avant cela, nous écouterons Jérôme Bouteiller sur l'actu économique du mobile. Et en fin d'émission, Cécilia Sévry viendra nous dire tout ce qu'elle sait sur ces satellites qui tournent autour de nous. Alors tout de suite, place à l'actualité mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. À la une de notre rendez-vous mobile business aujourd'hui, Ant Group, banque Mobile First, qui est en passe de réaliser la plus grande introduction en bourse de toute l'histoire. Effectivement, oui. Ant Group, qu'on appelait encore il y a quelques mois Ant Financial, qui est la société sœur du groupe chinois Alibaba, s'apprête effectivement à rentrer en bourse. Ça devrait être normalement jeudi prochain, le 5 novembre. Et la société devrait lever un minimum de 30, peut-être même 35 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux 29 milliards de dollars qui avaient été levés l'année dernière par Aramco, la compagnie pétrolière saoudienne, et ça en ferait effectivement la plus grosse introduction en bourse de l'histoire. La valorisation boursière d'Ant Group, selon les analystes, pourrait même dépasser les 300 milliards de dollars. On est à peu près à 6 fois la valeur du groupe BNP Paribas, qui est la première banque de la zone euro. Et ça mettrait Ant Group à peu près au coude à coude avec la plus grande banque du monde, qui est américaine et qui est JP Morgan. Alors qu'est-ce qui justifie une telle valorisation ? Alors, Ant Group, c'est la maison mère d'Alipay, une solution de paiement lancée il y a plus d'une dizaine d'années en Chine et qui est particulièrement populaire. Elle a été accélérée grâce à l'usage de la plateforme Alibaba. Et aujourd'hui, elle revendique plus de 800 millions d'utilisateurs, 80 millions de commerçants partenaires, un volume d'affaires de l'ordre de 15 000 à 17 000 milliards de dollars, sur lequel elle prélève des transactions et qui devraient lui permettre de réaliser cette année un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 milliards de dollars. En une décennie, Alipay est devenue bien plus qu'une solution de paiement, c'est une véritable néobanque et elle touche une commission sur chaque paiement, chaque transaction réalisée par ces centaines de millions d'utilisateurs dans le Chine et dans le monde. Oui, parce qu'on sait que la Chine est vraiment une puissance, une championne dans le paiement mobile. Oui, clairement une championne du paiement mobile. Alors on le doit à Alipay, on le doit aussi à WeChat Pay, qui a été lancé par son concurrent Tencent et qui fait également du très bon travail. Et clairement, ces dernières années, les Chinois sont passés directement du cash au paiement mobile, à l'application, sans passer par l'étape carte bancaire qui est encore incontournable en Occident. Et on estime aujourd'hui qu'à peu près 90% des paiements mobiles dans le monde se font en Chine. On a à peu près un tiers des transactions aujourd'hui en Chine qui se font sur ces applications. À titre de comparaison, aux États-Unis, on est à peu près à 5%. Et en France, qui a pourtant été un pays pionnier dans la monétique dans les années 80, selon les derniers chiffres de la Banque de France dont on avait parlé il y a quelques semaines, on serait à peine à 0,34%. 0,34%, c'est par habitant 100 fois moins donc, que ce que font les Chinois aujourd'hui en termes de paiement mobile. On est très très en retard. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Quelles sont les perspectives pour Ant Group ? Alors, à l'instar d'Alibaba, qui a entamé son internationalisation, notamment dans le cloud, on pourra en reparler avec Michel Paulin plus tard, la priorité d'Ant Group sera clairement de se déployer à l'international et de proposer ses instruments bancaires et ses instruments de paiement. En France, depuis déjà quelques années, les touristes chinois qui visitent la capitale peuvent utiliser Alipay dans certains commerces ou dans les musées. Il y a même une enseigne de supermarché, Franprix, qui permet désormais de payer avec Alipay. Et Ant Group va probablement proposer ses différents outils d'épargne, de crédit, son système de scoring, qui pourrait demain révolutionner la banque à d'autres startups. On sait que son concurrent WeChat aujourd'hui investit dans d'autres startups, notamment Lydia ou Qonto, et Ant Financial pourrait aller dans cette direction. Et prendre des parts dans les fintechs français, j'imagine. Ça pourrait être une option, oui. Est-ce que le futur passera aussi par les crypto-monnaies ?
Alors c'est un futur possible, hein. On sait que Jack Ma, le fondateur d'Alibaba et d'Ant Financial, s'intéresse beaucoup aux crypto-monnaies. On sait aussi que les Chinois aujourd'hui sont les principaux acheteurs et foreurs de Bitcoin. Cependant, j'imagine mal une banque qui reste domiciliée en Chine et qui réalise son activité en Chine continentale, qui est un pays communiste, s'attaque de front à la souveraineté de Pékin, à la souveraineté du yuan. On se rappelle des ambitions avortées de Facebook avec sa monnaie Libra. Donc je pense qu'ils vont pour l'instant surtout se satisfaire de succès. C'est quand même une démonstration de force assez impressionnante de la part du capitalisme chinois. La petite fourmi bleue, qui est le symbole d'Ant Financial, va donner une leçon aux cigales occidentales qui aujourd'hui investissent un petit peu trop dans la dette. Et c'est également la confirmation que le futur aujourd'hui passe clairement par le mobile. Le futur du commerce, le futur du paiement et le futur de la banque passe par le mobile. Michel Paulin, une réaction sur cette actualité très impressionnante d'Ant Group ? Ah oui, c'est très impressionnant, mais je ne pense pas que ce soit une surprise. Aujourd'hui, la Chine est devenue un État qui a d'abord des champions numériques exceptionnels dans les télécoms, Huawei, on en parle beaucoup, maintenant dans le paiement, mais également dans toute la diversité aujourd'hui des startups et de la technologie. Donc, ce sera peut-être un des sujets, c'est pas par hasard tout ça. Aujourd'hui, c'est des écosystèmes extrêmement vivaces, extrêmement énergiques, qui permettent de faire émerger justement ces champions qui deviennent des champions internationaux avec une puissance inégalée, parce que là, on est sur des chiffres quand même qui sont affolants. Alors, on passe aux autres news du mobile, Jérôme, qui ont retenu votre attention ces derniers jours, notamment l'app ClipDrop. Oui, on parle beaucoup de réalité augmentée depuis quelques années, mais les applications sont encore assez rares. Et je voulais évidemment parler de ClipDrop, une application qui était très attendue, qui a été lancée par deux Français, Cyril Diagne et Jonathan Blanchet, de la société Initml, et qui permet littéralement de faire des copier-coller dans la vraie vie. Donc concrètement, on va utiliser son téléphone mobile pour prendre une photo de son environnement, et l'application, grâce à l'intelligence artificielle, va détourer un objet, un animal ou un humain, et on va pouvoir la glisser sur l'écran de son ordinateur et ensuite récupérer l'image. Donc c'est assez spectaculaire et ça démontre vraiment la puissance de la technologie. Et il y avait déjà 100 000 personnes qui s'étaient inscrites à la bêta, et on peut depuis quelques jours télécharger les applications. Ça va coûter une quarantaine d'euros par an. Au-delà du coût, Michel Paulin, quand vous voyez arriver ce type d'application qui met en œuvre de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, vous pensez quoi ? Vous pensez problème infrastructure, augmentation de la consommation, débit ? Alors, de toute façon, l'augmentation de la consommation, les usages ils sont exponentiels. Donc, c'est vraiment une courbe exponentielle. Donc, je crois qu'on a la chance, nous, d'être sur un marché dont on sait qu'aujourd'hui, il va continuer à croître pour quelques dizaines d'années encore. Tant la consommation aujourd'hui, à la fois pour concevoir ces outils-là, mais également pour stocker les données qui sont générées par ces applications, en particulier sur le smartphone. Un smartphone génère énormément de données. Et donc oui, c'est pour nous à la fois une opportunité, mais j'ai envie de dire aussi c'est un défi, parce que ça veut dire comment vous gérez ça. Vous dites une chance, c'est pas une inquiétude aussi également ? Ah si, je pense que ça crée des défis éthiques, des défis stratégiques, des défis économiques, des défis techniques aussi, bien sûr. Donc on en parlera, je pense, mais c'est clair qu'aujourd'hui, l'utilisation de ces données, le transfert de ces données, à qui appartiennent ces données, comment sont contrôlées ces données, qui contrôle ces données-là, deviennent des enjeux qui dépassent uniquement la technologie. Et on le voit bien, on parlait de la Chine, la conception aujourd'hui de la donnée personnelle en Chine est totalement différente de celle que nous avons en Europe. Donc, alors on enchaîne avec Starlink. Oui, Starlink, c'est le fournisseur d'accès de l'espace, qui est un nouveau projet d'Elon Musk, à qui on doit déjà des sociétés comme Tesla ou encore SpaceX. Et Starlink a donc lancé dans l'espace des flottes de plusieurs centaines, bientôt plusieurs milliers de satellites. Et donc il a ouvert en bêta un premier accès à Internet. Ça va être un débit de l'ordre de 150 mégabits par seconde, un ping de 20 à 40 mégabits, ce qui est très bien pour un satellite, mais c'est possible parce que les satellites sont en orbite basse. Et on est sur un tarif pour débuter à 99 $ par mois. Alors ça peut paraître évidemment cher, mais pour des entreprises ou des particuliers qui se trouvent dans des zones rurales ou dans des zones qui n'avaient pas de couverture à haut débit, c'est aujourd'hui probablement l'une des seules solutions véritablement fonctionnelles. Et alors là-dessus, sur ces satellites, et puis on a vu aussi dans l'actualité Microsoft qui a passé un deal avec SpaceX, je crois, pour les constellations satellitaires. C'est une nouvelle voie que vous explorez dans le cloud ? Non, nous, on n'est pas. Aujourd'hui, on est un acteur de cloud industriel. Nous ne sommes pas dans les télécoms. Nous revendons en France un certain nombre d'activités de télécom, parce qu'historiquement, c'était une option pour nous que nous proposions à nos clients. Mais non, en revanche, on est vigilant.
Et parfois, nous travaillons avec des opérateurs télécoms et nous sommes leurs fournisseurs de cloud. On a signé un accord stratégique avec Deutsche Telekom, par exemple. C'est l'exemple comme quoi eux se focalisent sur leur métier de base et que certains autres sont sur leur métier. Nous, on est un industriel du cloud. Très bien, merci beaucoup Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr pour toutes ces news business autour du mobile. Michel Paulin, c'est l'heure de notre grande interview licorne. De son fief dans le Nord-Pas-de-Calais, OVH Cloud s'est imposé dans la catégorie très prisée des licornes françaises, c'est-à-dire ces entreprises qui sont valorisées plus d'1 milliard de dollars. Alors depuis sa création en 1999 par Octave Klaba, le petit hébergeur français a connu une croissance irrésistible. Il joue désormais des coudes avec les grands comme Amazon Web Services ou Google Cloud Platform, jusqu'à peut-être aller s'indigner qu'on puisse considérer sa solution en deçà de celle d'un Microsoft Azure choisi pour héberger la plateforme des données de santé des Français. Michel Paulin, cette affaire n'est pas terminée, donc je me permets de vous en reparler. La CNIL a pointé du doigt les risques à confier les données sensibles et personnelles des Français à un hébergeur qui répond aux droits américains. Le gouvernement a dit qu'il allait du coup procéder à un nouvel appel d'offres permettant à tous les fournisseurs de cloud de montrer s'ils sont capables d'être aussi bien disants, peut-être mieux disants que Microsoft pour cet hébergement. Est-ce que vous allez y participer ? Écoutez, nous en tout cas, et Octave l'avait indiqué d'ailleurs dans un certain nombre de ses communications, que oui, ça nous intéresse d'y participer. En revanche, ce que l'on souhaite, c'est comprendre à quoi on participe. Et c'était un peu des enjeux que nous avions évoqués en disant que nous avions été apparemment exclus dans la première consultation dans laquelle nous n'avons pas été consultés. Il n'y avait pas eu d'appel d'offres. Donc aujourd'hui, on est très content qu'il y ait un appel d'offres qui sera ouvert, qui sera transparent et dans lequel nous pensons que l'écosystème français a aujourd'hui les compétences pour pouvoir répondre à l'aspiration légitime d'avoir une plateforme ouverte, transparente pour héberger les données de santé, en particulier en ce moment. Nous sommes en confinement, je fais une exception pour vous et après je retourne chez moi pour être confiné. Merci beaucoup. Éthiquement, on sent bien que c'est quand même des vrais sujets et j'ai envie de dire que ce qui s'est passé a démontré quand même que les boîtes noires dans lesquelles on ne sait pas où sont les données, par où transitent les données, qui ont été identifiées à la fois par la CNIL et par le Conseil d'État, prouvent que ça mérite d'avoir une consultation transparente sur les conditions aujourd'hui de stockage des données de santé des Français. Et vous avez des informations sur cet appel d'offres, la date à laquelle il aura lieu ? Non, pour l'instant, je n'ai aucune information. Concernant, vous parliez de la première phase, donc vous dites que c'était une consultation. Vous avez quand même été consulté à ce moment-là, au moment du choix premier. Alors, moi, je n'appelle pas ça une consultation, même si c'était le terme qui a été utilisé, puisqu'on nous a dit qu'il va y avoir une plateforme qui va être créée. Mais en revanche, pour résoudre un problème, il faut bien connaître quelle est la question. Et donc, nous n'avons jamais eu les critères techniques et opérationnels clairs de cette plateforme. Et donc vous considérez que vous avez été exclu sans avoir pu exclu, je ne sais pas si on était exclu, on nous a dit que vous n'avez pas la certification HGS, par exemple, oui. Ce qui était le cas puisque nous étions en cours de transfert. Tout à fait. La certification pour les données de santé. On était en cours de certification de labellisation puisqu'il y avait un transfert de ces choses-là. Voilà, donc on nous dit vous ne pouvez pas répondre, ou en tout cas vous ne pouvez pas solliciter le fait de le faire. On l'est. Donc, quels sont les critères techniques et opérationnels ? Nous, on pense qu'il faut aujourd'hui le proposer. Et surtout, ce que nous revendiquons collectivement, et là, je me mets vraiment comme un porte-parole de l'ensemble de la filière européenne des solutions, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, il existe des solutions alternatives. C'est-à-dire, aujourd'hui, d'avoir en permanence l'espèce de... Il y a quand même la suspicion que non, qu'on n'ait pas aujourd'hui les épaules suffisamment larges pour héberger ce type d'infrastructure. Mais moi, je récuse cet argument-là. Peut-être que chacun, bien sûr, quand vous vous comparez aujourd'hui à ces acteurs-là qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus puissants, individuellement, chacun de ces acteurs-là n'est peut-être pas capable de rivaliser avec ces gros acteurs, qui sont d'ailleurs hégémoniques. Mais l'écosystème aujourd'hui européen est reconnu vraiment comme quelque chose de grande expertise. Est-ce qu'on peut travailler, est-ce qu'on sait travailler ensemble ? Écoutez, pendant la crise du Covid, aujourd'hui, nous, on a lancé une initiative qui s'appelait Open Solidarity, dans laquelle nous fournissions gratuitement des infrastructures, pour autant que nos clients proposaient eux-mêmes des solutions de télétravail, de télémédecine ou de téléenseignement gratuitement. On a eu plus de 70 sociétés qui immédiatement ont travaillé ensemble pour pouvoir proposer ces solutions.
Donc je trouve que c'est quand même un tout petit peu, on préfère, on dit attention, ça devient hégémonique et puis on est complètement emprisonné dans des gens qui ont une sorte de monopole de fait. Et puis après, dès qu'on essaye de travailler ensemble, on ne leur donne pas la chance. Donc moi, je revendique le fait qu'au moins donnons-nous la chance, montrons aujourd'hui que l'écosystème est capable de rivaliser avec ces acteurs-là. Alors, ce qui a été aussi pointé du doigt par la CNIL, c'est le risque à confier des données à un opérateur qui dépend du droit américain. Alors, je voulais avoir d'abord votre avis sur la question. Est-ce que vous pensez effectivement que c'est problématique au regard du droit sur la protection des données personnelles ? Et puis, deuxièmement, quand même expliquer que OVH Cloud a aussi une activité aux États-Unis. Alors, est-ce que ça nous met à l'abri des risques qui sont pointés du doigt par la CNIL ? Alors, je vais commencer par celle-là parce que c'est vraiment la chose la plus simple. Aujourd'hui, nous avons une activité aux États-Unis qui est régie par les lois américaines. Cette activité est totalement isolée, techniquement, juridiquement et en termes de gouvernance de l'activité de VH Cloud. Donc c'est une filiale totalement étanche. Une filiale complètement étanche. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucun lien technologique, aucun lien technique, aucune donnée ne transite vers les États-Unis ou des États-Unis vers les choses. Les techniciens européens n'ont pas accès au réseau américain. Et en plus, l'ensemble de la gouvernance a été faite pour que ce soit complètement isolé, justement pour nous protéger, non pas de la juridiction américaine, mais du caractère extraterritorial de la juridiction américaine. C'est ça qui est un des dangers. C'est qu'aujourd'hui, les Américains se sont arrogés le droit par le Cloud Act d'imposer leurs droits en dehors de leurs frontières. Et donc, si vous prenez la RGPD ou le GDPR... le règlement sur la protection des données personnelles. Exactement, règlement européen. Règlement européen. Il faut comprendre aujourd'hui que c'est une régulation européenne. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel pour les citoyens. C'est quand même une sorte de garantie de comment mes données personnelles que je génère, parfois d'ailleurs sans le savoir, vont être protégées. Il faut comprendre que dans le monde, c'est une minorité. Aujourd'hui, on a parlé un peu de la Chine avec l'explosion en Chine. En Chine, la conception de la donnée personnelle et surtout de la protection des données personnelles est totalement différente. Vous avez entendu parler de la fameuse note citoyenne qui est utilisée chaque fois que vous utilisez des choses. Et on vous dit, votre comportement n'est pas suffisamment citoyen et donc ça vous empêche de voyager, ça vous empêche même de payer des choses, donc vous n'avez pas le droit. Donc cette notion de respect des données européennes est une minorité. Et je pense que c'est un bien et un droit fondamental important qu'il faut protéger. C'est un modèle qui commence à inspirer également les Américains d'ailleurs. Qui intéresse, c'est la Californie qui a commencé à se doter, mais on a la même chose au Japon, on a la même chose à Singapour qui se dotent de régulations similaires, parce que je pense que c'est important. Et donc à ce titre, je pense qu'il faut que l'Europe se protège et dise que c'est ses valeurs et qu'elle doit le faire. Et donc nous mettons tout en place pour permettre et s'assurer que les données qui sont hébergées en Europe, donc la localisation physique, ne transitent pas aux États-Unis ou ne soient pas sous la juridiction américaine. Et j'ai envie de dire que c'est ça le débat de la CNIL, mais c'est aussi le débat alors ça devient un tout petit peu technique, de ce qu'on appelle le Privacy Shield, qui a été abrogé par la Cour européenne de justice, et qui dit, mais non, désolé, pour pouvoir être RGPD compliant, il faut absolument faire en sorte que non seulement les données soient hébergées en Europe, qu'elles ne soient pas chez un hébergeur américain qui est soumis au Cloud Act, mais surtout qu'il n'y ait aucun flux de données qui sortent en dehors de l'Europe. Donc je pense que c'est d'ailleurs quelque chose qui va bouleverser la légalité du droit autour des données, et on n'en a pas encore vu les conséquences. Et je pense que ça va interpeller énormément d'entreprises, parce que c'est les entreprises qui sont responsables. Hein. Ce n'est pas les fournisseurs, c'est les entreprises. Et ça va peut-être bouger aussi les choses chez les opérateurs français, les fournisseurs français de cloud, mais vous dites que vous êtes déjà organisé pour cette étanchéité parfaite et éviter un problème de légalité ou de conformité avec le RGPD. On a même été plus loin, puisque nous, quand vous êtes client, vous choisissez le lieu de stockage de vos données. Beaucoup d'acteurs nous donnent des régions, mais ils ne disent pas exactement où sont. Nous disons, vous voulez être à Roubaix, vous voulez être à Strasbourg, vous voulez être à Gravelines, vous voulez être en Allemagne, à côté de Francfort, vous voulez être en Pologne, vous voulez être, si vous voulez être à Singapour. Vous choisissez le lieu. Et donc, vous choisissez d'une certaine façon aussi le statut juridique dans lequel vous allez être. Le lieu et la garantie qu'il n'y ait pas de transfert. Il n'y a pas de transfert. De toute façon, nous ne touchons pas aux données du client. Alors, OVH Cloud fait partie des membres fondateurs d'une initiative européenne qui s'appelle Gaia X pour un cloud de confiance et non pas un cloud souverain, si j'ai bien compris. Il y a une grande différence entre les deux. Alors, je schématise, c'est une sorte de moteur de recherche dans lequel on va pouvoir accéder à l'ensemble de l'offre cloud qui veut bien se proposer aux entreprises européennes, pas que françaises. Qu'est-ce que ça apporte véritablement de plus aujourd'hui d'avoir cette vision du paysage global du cloud en Europe ?
Parce qu'on sait très bien que justement, des Américains peuvent également, ou même des Chinois, pourquoi pas, peuvent également postuler pour être visibles sur cette plateforme Gaia-X. Alors je pense que c'est pour ça qu'on parle de cloud de confiance. On voit bien aujourd'hui qu'un des enjeux majeurs autour des données, c'est la confiance. C'est où sont mes données, comment elles sont protégées, qu'est-ce qu'on en fait. Et on a vu tous les scandales qu'il y a eu aujourd'hui sur l'utilisation des données. Je ne parlerai pas, bien sûr, de Cambridge Analytica, qui était un peu le summum de l'utilisation à des fins politiques pour pouvoir faire une campagne politique. Et donc, pourquoi nous sommes extrêmement moteurs sur Gaia-X, malgré, on sent un peu de scepticisme de certains nombres de personnes qui disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est parce que je pense que c'est un moteur, et en tout cas un outil, qui permet de donner de la transparence. C'est compliqué, le cloud. C'est technique, c'est parfois abscon, les gens sont un peu perdus. Vous êtes perdus dans des multiplicités d'abord de jargon technologique que nous utilisons en permanence, et puis ensuite, c'est complexe, parce que souvent, il y a plein d'acteurs multiples. Gaia-X, son ambition, c'est de créer un catalogue transparent qui indique clairement comment le choix de l'utilisateur final, c'est-à-dire du client, peut être fait. Et que justement, ces sujets de localisation de données, de droit des données, mais également, si vous êtes un éditeur de logiciels, qui est votre hébergeur derrière? Parce que quand vous dites je choisis Salesforce, qui est l'hébergeur en dessous? C'est souvent pas dit, c'est souvent pas. Donc ça va ouvrir une boîte de Pandore pour donner une transparence. C'est presque les rubriques qu'on va trouver à l'intérieur de cette plateforme. Exactement, c'est comme la traçabilité que vous allez mettre en avant sur Gaia-X. Exactement, c'est quand vous achetez aujourd'hui dans un supermarché, vous avez l'ensemble de tous les composants et la traçabilité de ces composants. Eh bien, c'est la même chose. Gaia-X, ça va être un catalogue qui va permettre d'éditer pour que le client comprenne qu'est-ce qui se cache derrière parfois quelque chose. Et en fin de compte, on tire la pelote. C'est exactement ce qui s'est passé sur le Health Data Hub. On nous disait c'est une plateforme ouverte en Europe. Finalement, quand on commence à creuser, quand le Conseil d'État rentre, on découvre que c'est basé à Amsterdam et que des données transitent en dehors de l'Europe. Ça doit être transparent. On doit le démontrer. Donc nous sommes aujourd'hui très heureux. Il n'y a pas de vérification, c'est juste Alors c'est du déclaratif, mais je ne peux pas croire aujourd'hui que des acteurs commencent à s'amuser à mentir par rapport à ça. C'est-à-dire que si vous commencez à dire, moi mes données sont hébergées à tel endroit, c'est pas vrai, que les données ne transitent pas par je ne sais quel pays, et en réalité il y aura des audits qui démontrent que c'est pas le cas, je pense que ça devient un peu dangereux. En revanche, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il y a des acteurs qui sont en avance. Nous, on a fait un accord avec Deutsche Telekom et T-Systems, leur filiale T-Systems, justement pour, dès le début de l'année prochaine, proposer une ensemble de gamme d'offres qui seront totalement transparentes, qui seront conformes à l'ensemble des réglementations, des recommandations de Gaia-X, mais qui sera d'ailleurs conforme à l'ensemble des recommandations de la Communauté européenne sur la réversibilité des données, sur la transparence justement de ces données-là, mais aussi sur la protection des données personnelles. Et comment on peut rester compétitif, du coup, si on dévoile tout ce qu'on fait, et comment on le fait, avec qui on le fait, à tout le monde? Moi, je pense que c'est un argument de compétitivité. Aujourd'hui, on sent bien quand même que les données, c'est un enjeu économique, mais ça devient plus que ça, c'est un enjeu stratégique. Le rapport Gauvin a démontré que des États, en particulier les États-Unis, utilisaient les données pour en faire un argument d'arme économique. Regardez ce qui s'est passé sur TikTok. C'est quand même incroyable. C'est une régulation par la force dans laquelle on casse un concurrent en disant désolé, il ne peut pas rester en Chine. Donc on voit bien que c'est un élément stratégique. Mais c'est aussi un élément éthique. Les données de santé, les données de paiement, on parlait des paiements. Si vous avez une traçabilité complète de vos paiements et que de l'ensemble de votre vie, qui a le droit de manipuler, comment c'est fait? Je pense qu'il y a des enjeux. Donc nous, en tant qu'Européens, on a la chance d'avoir des valeurs qui défendent les intérêts personnels et des données. Ça peut montrer nos forces. C'est une de nos forces. Mais aussi nos faiblesses, peut-être. Ça peut être une faiblesse, mais je pense qu'on le voit bien. C'est comme si vous me disiez que le domaine de l'écologie, ça devient une faiblesse face à l'économie. Je pense quand même qu'il y a des enjeux qui dépassent uniquement les enjeux économiques. Alors justement, je disais que vous aviez une définition personnelle de la souveraineté, en tout cas différente de celle qu'on peut entendre à droite à gauche. Vous dites que la souveraineté, ce n'est pas une question de protectionnisme. Non, je défends ça. D'ailleurs, souveraineté... à ma connaissance, c'est pas, quand on prend la définition dans les dictionnaires, ce n'est pas lié à la nationalité. Donc non, c'est pas du protectionnisme. Pour moi, la souveraineté, quand vous pouvez vous êtes un État souverain, quand vous êtes une entreprise souveraine, quand vous êtes quelqu'un qui est la souveraineté, c'est que vous avez la capacité de décider. Donc ça veut dire que vous avez la liberté de choix. Quand vous n'avez plus de souveraineté, c'est que vous ne pouvez plus choisir. Vous êtes contraint. Et donc, ce que je défends aujourd'hui dans le cloud souverain, en tout cas que j'appelle plutôt de cloud de confiance, c'est d'abord qu'il y ait des alternatives. Et qu'on ne se résigne pas au fait qu'il y ait, comme dans d'autres industries, qu'un ou deux acteurs qui décident de tout. Et le deuxième, c'est que ces acteurs-là, il faut qu'ils soient totalement
opposable et transparent. Donc moi, la souveraineté, c'est la liberté de choix. En tout état de cause, une entreprise peut décider d'aller dans un cloud n'importe où, un cloud d'Alibaba Cloud ou un cloud chinois, mais quelles en sont les conséquences? Et surtout, il faut qu'ils aient le choix. Parce que si à la fin, vous n'avez plus le choix, si vous êtes contraint parce que vous avez une sorte d'hégémonie d'un certain nombre d'acteurs, ce qui arrive aujourd'hui, et j'ai envie de dire, c'est intéressant parce que vous voyez ce qui se passe aux États-Unis où finalement c'est le Sénat. La procédure antitrust contre voilà, Google. la procédure antitrust. C'est aussi le Sénat et la Chambre des représentants qui ont interpellé en disant attention, des acteurs numériques aujourd'hui sont en train de casser l'innovation, ils sont en train de tuer la compétition. Et ils sont parfois même une menace à la démocratie. C'est pas les Européens qui le disent, ce sont les élus et de tous bords américains. Donc ça prouve bien quand même que quand vous avez des monopoles de fait extrêmement puissants qui aujourd'hui ont une politique hégémonique, eh ben vous ne pouvez plus garantir votre souveraineté. On l'a vu sur le sujet des... Le marché n'arrive plus à s'autoréguler finalement. Il ne s'autorégule plus, puis surtout c'est qu'après, ce que vous pouvez faire, rien, vous n'avez pas d'alternative, vous êtes aux mains de quelques acteurs. Pendant la crise du Covid, on a découvert que les masques, on n'en avait pas. On a découvert qu'il y avait des médicaments qu'on n'avait pas. Donc on a parlé de souveraineté. C'est bien ça, c'est qu'on n'avait plus le choix. Donc qui fait les arbitrages après? Qui va décider que quand vous êtes aux mains de quelques acteurs, qu'on ne puisse pas avoir une politique à la TikTok dans laquelle on dit celui-là, j'en veux pas, je vais le faire acheter par quelqu'un de mon pays ou quelqu'un qui est favorable à mes idées. Donc je pense que c'est ça. Il faut aujourd'hui, et je suis convaincu que l'Europe a la capacité de créer des filières dans le domaine du tech. Il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, ça n'a pas été une grande réussite, mais il n'y a pas de fatalité pour les faire émerger. Alors, on reparlera de effectivement ce qu'on peut faire pour cet écosystème tech européen. Je voulais revenir là, vous avez évoqué les masques, le confinement et tout ça. Ça a été une période très intense pour votre activité. Comment ça s'est organisé? Est-ce que vous pouvez déjà partager un premier retour d'expérience sur mars, avril, mai, juin? Les consommations donc ont été explosées par rapport à ce qui se fait normalement, j'imagine. Comment vous êtes organisé? Est-ce que les infrastructures ont tenu le choc? Écoutez, elles ont tenu. Nous, ce qu'on a vu, il nous semble, oui. Voilà. Non, nous, on avait fait le choix d'avoir 3 priorités majeures suite à cette crise. Le premier, bien entendu, c'était de protéger l'ensemble de nos salariés, nos collaborateurs, et de faire en sorte qu'on soit capable de leur donner un environnement de travail. Donc, on a tous ceux qui peuvent être en télétravail sont en télétravail. Mais après, nous sommes un acteur industriel. On a des data centers, on a 2 usines, une en France et une au Canada. Et là, il n'était pas question de dire on se met au ralenti, les gars. Exactement. On ferme les portes. Non. On a mis en place en revanche des procédures opérationnelles qui justement les protègent. Alors je ne rentrerai pas dans le détail, mais avec des équipes qui ne se rencontrent pas, qui ne se croisent pas, etc. Et puis ensuite, on a mis une deuxième priorité, c'est que il faut aussi faire en sorte que ça fonctionne. On ne pouvait pas se permettre. On a des hôpitaux, on a des grandes administrations qui sont aujourd'hui établies sur nos infrastructures. Et donc, on a mis en place, là aussi, des procédures pour garantir à la fois le bon fonctionnement, mais aussi répondre à la demande. Alors, je cite toujours ce chiffre. Le jour du confinement au printemps, nous avons constaté sur le canal digital une augmentation de 30% de nos demandes. Donc il y a eu vraiment une accélération de la digitalisation des entreprises et donc il a fallu répondre à la demande. Donc nous, on n'a pas arrêté la production, on a décidé de continuer à investir, on a continué à produire des serveurs, à les racker dans nos data centers parce qu'il fallait répondre à la demande. Alors on a vu aussi l'effet... Et cette augmentation de 30%, elle a duré au fil des mois? Non, après elle a baissé. Donc, globalement, on a vu sur le canal digital 15%. Ce qu'on voit aussi quand même, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de secteurs, de grands groupes qui ont décidé d'arrêter des projets. Donc il y a un effet contrasté de cette crise. C'est qu'à la fois il y a une accélération de digitalisation de certains acteurs, mais il y a d'autres où il y avait des grands projets qui ont été au moins gelés ou qui ont été ralentis. Donc on a un effet qui n'est pas complètement positif, c'est un effet un peu nuancé. Et la troisième priorité, c'était ce que j'ai évoqué, Open Solidarité. On pensait qu'il était important de donner en particulier aux administrations, mais aussi aux petites et moyennes entreprises, des moyens d'infrastructure de cloud pour leur permettre de le faire. On a donné gratuitement des infrastructures à tous les éditeurs de logiciels qui permettaient de donner des solutions. Je donne juste l'exemple d'une entreprise Tetris, qui est une société qui fournit des solutions de cybersécurité pour le domaine de santé. Il y a malheureusement je ne sais pas comment les qualifier, des gens qui ont utilisé cette crise pour attaquer des hôpitaux et les rançonner. Eh bien, c'est l'exemple, par exemple, d'un partenariat utile dans lequel nous avons fourni des infrastructures gratuites à cette entreprise Tetris, qui elle-même fournissait gratuitement des infrastructures et des solutions pour pouvoir protéger les hôpitaux. C'est cet élément de solidarité que nous avons mis en avant avec beaucoup d'entreprises. Et là, comment vous préparez pour la suite ?
Ah bah on a alors déjà à titre personnel on a 3 réunions de crise par semaine tous les 2 jours dans lesquelles on revoit l'ensemble du processus opérationnel. On a nous relancé la production pour justement stocker un tout petit peu de la capacité. On a la chance d'avoir nous pas de difficulté à produire en Asie ou comme le font beaucoup d'acteurs. Nous on produit nous-mêmes donc on a suffisamment aujourd'hui. En Nord-Pas-de-Calais. Dans le Nord-Pas-de-Calais, tout à fait, à Croix. Je serais ravi de vous montrer. C'est une très belle usine. En plus, on est très fiers parce que c'est une implantation dans un secteur et dans une région qui a quand même beaucoup souffert et qui souffre toujours de la crise et sur lequel on a été très fiers de monter cette implantation, qui est une usine qui est assez unique d'ailleurs. Mais donc, on est très fiers de ça. Et j'ai envie de dire que moi, je suis très fier de la réponse des salariés et des collaborateurs et tristes d'OVH Cloud parce que quand même, pendant cette zone-là, c'était extrêmement compliqué, mais on a tenu le choc. Et je veux dire, on a été capable de continuer malgré la pression. Vous pensez qu'il va y avoir à nouveau un pic de 30% ou on est resté finalement assez haut dans les consommations? Non, il y a eu une baisse durant l'été, on l'a bien vu. Non, je ne pense pas qu'on aura autant parce que les entreprises se sont beaucoup mieux préparées. Donc elles ont déjà maintenu, certaines ont maintenu le télétravail, d'autres ont fait tout ce qui était le e-commerce, par exemple, sur des commerçants. Ils ont les infrastructures. Une part de l'activité continue. Voilà, tout à fait. Donc on s'attend pas à... On s'attend plutôt à des augmentations de l'utilisation des infrastructures, pas tellement d'extension de la capacité des infrastructures, mais l'utilisation beaucoup. Et aujourd'hui, il n'y a pas de danger de rupture sur nos infras? Écoutez, en tout cas, on fait tout pour que ce ne soit pas le cas. Vous savez que le monde informatique est un monde extrêmement menaçant. Vous avez vu qu'il y avait des hackers suite aux éléments géopolitiques avec un certain nombre de pays qui voulaient attaquer des infrastructures européennes et en particulier françaises. Donc il faut toujours être très vigilant. Nous, on fait très attention justement à faire en sorte qu'on donne le maximum de garanties pour faire en sorte que l'exploitation auprès de nos clients soit garantie. Donc c'est une vigilance permanente. Donc c'est pour ça qu'on est en mode de crise tous les 2 jours. Alors, il y a un tout autre sujet et domaine sur lequel je voulais entendre votre vision et aussi votre retour d'expérience, puisque vous avez passé la majeure partie de votre carrière dans les télécoms. C'est la 5G. Vous avez vécu la 3G, la 4G. Est-ce que vous avez l'impression que ce bis repetita, finalement, on retrouve exactement le même type de colère qui précède un lancement d'une nouvelle génération de téléphonie mobile, de réseau mobile? Alors, je vais vous répondre oui et non. Oui, parce qu'on l'a connu dans chacune des étapes. On l'a connu. Je pense qu'il y a une spécificité avec des considérations écologiques qui avaient peut-être beaucoup moins lors du déploiement de la 3G et de la 4G, qui sont, à mon avis, des interrogations légitimes, mais sur lesquelles ça ne doit pas nous empêcher de ne rien faire. C'est-à-dire que je pense que là aussi, l'important, c'est la transparence, c'est pas d'imposer ou c'est pas non plus de s'opposer. C'est vraiment d'expliquer aujourd'hui quels sont les avantages de ces nouvelles technologies et quelles sont les conséquences, dont certaines d'ailleurs sont des fantasmes. Donc on crée après, parce que justement on retombe dans le sujet de la transparence et de l'ouverture, comme on ne donne pas l'ensemble des tenants et aboutissants de ce genre de décision, il y a des fantasmes, voire des gens aussi des thèses qui sont vraiment complètement... même dangereuses parce qu'elles n'ont aucun fondement technologique ou même économique. Donc je pense que oui, c'est la même chose parce qu'on a connu ça. Je disais toujours que quand vous voulez avoir accès aux technologies, vous êtes toujours volontaire à avoir les dernières technologies, mais vous ne voulez pas avoir dans votre jardin. Donc tout le monde est d'accord pour le déploiement de la 4G, tout le monde est d'accord pour le déploiement de la 3G pour l'utiliser, mais si c'est possible, mais pas chez soi. Donc c'est un peu l'espèce d'ambiguïté dans laquelle nous sommes. En revanche, je reste persuadé qu'il faut mettre le débat sur la table parce que la 5G a aussi beaucoup d'avantages et qu'elle permet de désenclaver, elle permet d'ouvrir des nouvelles perspectives à la fois technologiques et économiques et qu'il faut le faire, là encore, en ayant confiance dans les citoyens. Je pense que la majorité des gens comprennent ces enjeux-là, pour autant qu'on leur explique bien quel est l'enjeu. Après, il faut être vigilant. Il faut avoir une volonté forte à faire en sorte que ce soit pour le bien général et pas uniquement pour pouvoir développer une technologie parce que derrière il y a des fournisseurs, sachant qu'on sait qu'il y a malheureusement peu de fournisseurs européens.
Alors justement, on termine sur l'écosystème tech européen. Je sais que vous y êtes très attaché. Pourquoi, selon vous, on n'arrive pas à faire émerger un grand champion, et 2, 3 champions même? Écoutez, je vais reprendre un peu ce qu'avait dit Octave Klaba, qui est quand même... donc Octave Klaba, il a vraiment une espèce de vision et d'ambition de démontrer qu'en Europe, il n'y a pas de fatalité et qu'on est capable de faire émerger des champions. On l'a fait dans les domaines des télécoms, où je venais quand même. Il y a des entrepreneurs qui ont réussi en France. J'ai un peu l'immodestie de voir avec Jacques Véra qu'on a contribué à créer 9CGTEL. avec 9CGTEL, Xavier Niel, bien sûr, qui est quand même un entrepreneur qui a créé une pépite. Mais c'est vrai que dans le domaine tech pur, en Europe, à part SAP, à part Dassault Systèmes, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je pense que c'est pas dû au hasard. C'est-à-dire que souvent on entend oh oui, mais les Européens ils savent pas bien vendre, ils savent pas bien marketer, etc. Ils savent pas faire des belles applications. Ce que je vois, c'est que les pépites aujourd'hui de start-up, elles sont rachetées par des Américains. Donc on est sexy. On est tout à fait. On est techno, oui. On est capable de faire des belles applications et il y a des très belles réussites. Après, alors où est-ce que ça coince? Où ça coince, c'est que quand vous regardez ce qui se passe en Chine ou quand ce qui veut se passer aux États-Unis, c'est l'émergence de ces champions, c'est pas le fruit d'un hasard. C'est le fait qu'il y a des écosystèmes de labos de recherche, de commandes publiques, de commandes locales, de gens comme, comment dire, aussi des startups, de ventures, de financement qui font... Il y a aussi une loi aux États-Unis qui est le Small Business Act qui oblige les grands groupes à prendre de la commande dans les petites entreprises. Donc il y a un ensemble, comment dire, de règles, un ensemble d'acteurs qui font émerger ces acteurs-là et qui les aident à grandir beaucoup plus vite, d'avoir donc plus de moyens, d'être capable de s'exporter encore plus vite. Acheter européen, quoi, en fait. Oui. Nos entreprises achètent des techs européennes. Alors c'est vrai qu'en Europe, on a des faiblesses structurelles. L'exemple, c'est que la langue, un marché plus fragmenté. Quand vous vous attaquez au marché chinois, au marché américain, c'est beaucoup plus simple. D'un point de vue commercial et d'un point de vue légal. C'est plus complexe pour nous. Mais aujourd'hui, il n'y a pas tous ces mécanismes-là. Et j'ai envie de dire qu'on découvre... Alors, il y a eu beaucoup d'initiatives. Quand une entreprise veut lever 2, 3, 4, 5 milliards de dollars, comme on peut le faire aujourd'hui aux États-Unis facilement, en Europe, c'est plus complexe. Et le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait? On le fait par des capitaux américains. Donc, il faut créer cet écosystème. La commande publique est indispensable. Il faut savoir qu'une grande partie des acteurs de cloud aux États-Unis... On revient au sujet Health Data Hub. Voilà, exactement. Une grande partie des acteurs américains de cloud ont été subventionnés par la commande publique au départ. Merci beaucoup Michel Paulin. On arrive au bout de votre grande interview, directeur général de VH Cloud. Vous restez avec moi, je vous emmène dans l'espace, ou presque. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech. Michel Paulin est toujours avec moi et Cécilia Sévry nous a rejoint pour son rendez-vous dans l'espace. Bonjour Cécilia. Bonjour. Aujourd'hui, donc, on va tout savoir sur les satellites. Oui, aujourd'hui, on parle des satellites parce qu'il y en a beaucoup au-dessus de nos têtes. Selon l'association UCS, en 2019, on comptait 2603 satellites opérationnels et en orbite autour de la Terre. Alors, autant dire que l'orbite terrestre est de plus en plus encombrée par ces satellites privés et publics. Il faut dire qu'on a commencé à en envoyé il y a plus de 40 ans dans l'espace. Là-haut, le plus ancien encore en opération est un satellite américain amateur lancé en 1974. Mais la cadence des lancements s'est surtout accélérée au niveau des années 2017-2018 où là, par an, on a envoyé plus de 378 précisément satellites. Alors, il faut savoir qu'ils font entre 10 kilos et 5 tonnes. Alors, parlez-nous de leur mise sur orbite. Alors, leur mise sur orbite est faite avec des fusées, bien sûr des lanceurs précisément. L'enjeu est de donner une vitesse suffisante à la charge utile, à savoir le satellite, pour le mettre en orbite autour de la Terre. Comment ça se passe lorsqu'un satellite est lâché dans l'espace par une fusée aérienne, par exemple? Prenons cet exemple. Il est soumis à deux forces principales. L'une, c'est l'attraction terrestre qui attire tous les corps vers le centre du globe. L'autre, c'est la force centrifuge qui éloigne le satellite du sol, un petit peu comme si vous étiez éjecté d'un manège tournant à grande vitesse. Si la force d'attraction terrestre est supérieure à la force centrifuge, le satellite retombe évidemment. Mais lorsque ces deux forces sont égales, il y a satellisation. C'est pour ça qu'on appelle ça des satellites.
Voilà comment on envoie un satellite en orbite terrestre, mais d'ailleurs on n'en envoie pas qu'un seul à la fois, Delphine. Le lancement multiple, c'est devenu la norme, et pour exemple, l'Inde a battu le record en envoyant en 2012 104 satellites en un seul tir. Impressionnant. Alors le plus grand nombre de ces satellites sont passés en orbite basse, ce qu'on appelle l'orbite basse, c'est situé entre 500 et 2000 km d'altitude. Cette proximité permet en fait un temps de latence très court et une moindre énergie au lancement. Elle est utilisée notamment pour les systèmes de télécommunication, on en a parlé, d'imagerie terrestre ou météorologique. Alors justement, si on peut faire un tour des usages de ces satellites. Alors, une bonne partie de ces satellites est dédiée évidemment, 37% à la communication. Une autre partie est dédiée au GPS et Galileo, tous les systèmes en fait de géolocalisation. Une toute petite partie seulement par rapport à ce qu'on pourrait imaginer, 4% est destiné à l'observation spatiale. Et puis en plus, il y a des sociétés privées maintenant qui s'intéressent à tout ça et qui développent des projets insolites comme des œuvres d'art envoyées dans l'espace ou encore des startups qui proposent d'envoyer vos cendres dans le ciel. Et alors, il n'y a pas de réglementation aujourd'hui sur ce qu'on fait de ces satellites, combien on en lance? Non, à l'heure actuelle, il n'y a absolument pas de véritable réglementation, qu'elle soit par pays ou même au niveau mondial. Le problème, c'est que la course aux satellites, elle continue, d'autant plus qu'avec l'arrivée de ce qu'on appelle les small sats, de petits satellites envoyés en constellation, vous en avez parlé. Le plus célèbre projet, c'est certainement donc Starlink, envoyé par SpaceX, qui pourrait aboutir au lancement de 42 000 de ces petits objets. À ce jour, un peu plus de 700 satellites ont déjà été mis en orbite par la firme. Et SpaceX n'est pas évidemment le seul sur le coup. Les conséquences de cette course folle? Eh bien, ces objets représentent une gêne lumineuse, d'abord très importante pour l'observation spatiale. Les smallsats ont en effet une magnitude apparente comprise entre 3 et 7, suffisante pour être visible à l'œil nu. D'ailleurs, des observateurs amateurs ont déjà signalé depuis mars 2020 l'envoi de ces satellites et ces smallsats une vraie gêne visuelle. Et puis en 40 ans, l'UCS compte 900 000 débris de 1 à 10 cm issus de la désintégration d'anciens satellites. Et c'est là le vrai problème parce qu'on ne rapporte rien de là-haut. Quand il y a un débris, on le laisse aller et venir dans l'espace. Et puis 130 millions de débris, d'au moins 1 mm sont comptés là-haut. C'est un véritable danger. Un débris, même de quelques centimètres, il faut le savoir, se déplace à une vitesse telle, je vais y arriver, qu'elle peut causer autant de dégâts qu'une grenade à main lancée sur un objet. Donc évidemment, ces débris-là posent problème. Pour l'ISS aussi, vous le savez, on en parle souvent ici, la Station spatiale internationale, d'après la NASA, une constellation en orbite basse multipliera par 8 le risque de collision sur l'ISS. Et puis les débris en orbite sont aussi bien sûr une menace pour les autres satellites autour d'eux, évidemment. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour remédier à ce problème? Alors, on commence à y travailler, en tout cas. Donc, l'ESA, par exemple, l'Agence spatiale européenne, a lancé en 2018 un mini-satellite qui s'appelle Remove Debris. Il teste plusieurs techniques de collecte et de retrait des débris spatiaux. Il a, par exemple, tenté de capturer un satellite miniature avec un filet, mais il a aussi essayé avec un harpon. Plusieurs techniques sont développées. Et puis, tout récemment, l'ESA a commandé une start-up suisse le satellite Clear Space One. La mission, dont le lancement est prévu pour 2025, aura pour objectif de récupérer l'étage supérieur d'une fusée Vega lancée en 2013 et ce sera une première mondiale. Si les 4 bras robotiques font leur travail correctement et parviennent à attraper l'objet pour le désorbiter, ça pourrait être bien sûr le début d'un grand nettoyage de l'orbite terrestre. Une petite actu pour terminer? Oui, alors c'est côté défense plutôt qu'observation spatiale, mais l'OTAN, il faut le savoir, va créer un centre spatial en Allemagne chargé de protéger les satellites des pays de l'Alliance contre les attaques ennemies, parce que c'est aussi une question de souveraineté au niveau de la sécurité. Et vous parliez des small sats? Oui, les small sats, tout à fait. Alors en fait, aujourd'hui, il y a déjà plus de 80 constellations de satellites miniatures dans le monde, partiellement en orbite ou à l'état de projet, comme Starlink, on en parlait. On en recense donc plus de 80, 26 américaines, 21 chinoises, 20 européennes. Vous voyez, tout le monde s'est mis au small sat.
Merci beaucoup Cécilia Seri. Je vais vous laisser quitter ce plateau pour partir nous présenter dans quelques instants le Lab Startup et 4 nouvelles jeunes pousses innovantes. Merci aussi Michel Paulin, directeur général OVH Cloud, d'avoir participé à toute cette émission. Merci de nous suivre. J'espère que vous aurez été captivés comme moi par ces nouvelles découvertes et questions autour du numérique. On se retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.